connaissances scientifiques minimales pour participer au débat. Je ne vais pas me prononcer sur le deuxième volet, je vous laisserai juger, mais sur la gestion rigoureuse et scientifique, je me dois tout de même de rappeler certains faits. L'industrie nucléaire civile, elle a historiquement minimisé le problème des déchets nucléaires. Peut-être aussi de la sécurité, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais en tout cas des déchets. Et elle a aussi minimisé le fait que la gestion de ces déchets allait reposer principalement sur les générations futures. En fait, nous y sommes. On commence à avoir des déchets nucléaires conséquents. On parle ici de 13 500 mètres cubes de déchets, soit hautement radioactifs, donc avec une forte toxicité radioactive, soit radioactifs sur une très longue période. Et donc, on doit le gérer. Alors, en 1972, et je vous invite vraiment à aller voir ce reportage qui est disponible sur le site de la Sunema de la RTBF. Il faut entendre cette interview sidérante, finalement, avec le recul d'un expert du nucléaire, M. Maher, qui dit, en substance, texto, la pollution sur le plan nucléaire est un problème réglé depuis fort longtemps. Il n'y a pas de problème avec les déchets. Et à l'époque, comme Martin l'a dit, on balançait littéralement les conteneurs de déchets nucléaires dans l'Atlantique. De 1960 à 82, la Belgique jette ses déchets radioactifs en mer dans l'Atlantique Nord. Et elle a cessé de le faire à partir du moment où la Convention de Londres d'abord a établi un moratoire et ensuite l'a interdit. Au total, la Belgique a immergé comme ça 55 conteneurs de déchets radioactifs sur 7 sites différents. Ça représente 30 000 tonnes de fûts d'une activité totale de 2000 térabecquerels au moment des immersions. Et je dis ça uniquement aussi pour le rappel historique. Selon l'inventaire de 2015 qui a été fait par l'AIEA, l'Association internationale pour l'énergie nucléaire, lors d'une campagne de surveillance en 1992 de l'Atlantique, il est avéré que certains lots ont eu des fuites de radioactivité, donc avec des concentrations parfois élevées de radionucléides. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas si quelqu'un est plus informé que moi, mais il n'y a aucun projet aujourd'hui pour extraire ces déchets des fonds marins. Ils sont là et on sait que certains fuient déjà après finalement peu de temps, puisque ça s'est terminé en 82. Alors, quid de la gestion des déchets actuels? Dire d'abord que même aujourd'hui, c'est loin d'être parfait. J'invite vraiment chacune et chacun à visionner ce reportage qui est passé il y a 2 semaines sur la RTBF et qui est accessible sur Ovia. C'est un reportage d'investigation sur la gestion des déchets nucléaires liquides à Moldessel, donc en Flandre, sur le site de Belgo Process. Il existe actuellement 18 000 mètres cubes de déchets A, de faible activité, 7 000 mètres cubes de déchets B, de moyenne activité, et ces déchets posent véritablement question puisque on a malheureusement des fuites de radioactivité jusqu'à 5 km autour. Des petites fuites, mais néanmoins, ça vous donne un peu aussi comment dire, le là par rapport à la situation. Ça signifie également qu'en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que responsable, de personnes qui nous intéressons à cette problématique, on doit également, il est de notre devoir, d'être attentif, de ne pas prendre pour argent comptant ce que l'ONDRAF, ce que l'industrie nucléaire peut nous dire. Et donc, c'est dans ce contexte où, moi j'estime, et avec d'autres, et avec des éléments tangibles à l'appui, qu'il y a un problème de gestion actuelle, que ce n'est pas optimal déjà. C'est dans ce contexte qu'intervient la consultation publique de l'ONDRAF. L'ONDRAF qui est chargé de la gestion des déchets nucléaires, c'est son travail, et heureusement qu'elle est là. Je ne critique pas la mission de l'ONDRAF, pour moi elle est essentielle. Et la consultation publique porte sur l'enfouissement, quelque part en Belgique. Il y a plusieurs sites qui ne sont pas identifiés, mais qui sont simplement listés en fonction de la qualité de leur sol. Et donc, il s'agit d'enfouir 13 500 mètres cubes de déchets de haute activité ou alors de très longue durée. Je ne vais pas trop m'attarder sur le timing parce que je pense que ça a été suffisamment dénoncé à ce moment-là. Nous avons dénoncé ce timing inacceptable au milieu de la crise sanitaire que nous connaissions pendant le premier confinement. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Écolo à la Chambre avait déposé une proposition de résolution demandant simplement
d'allonger le délai de consultation publique de plusieurs mois afin que puisse se tenir dans de meilleures conditions cette consultation. Donc le timing, selon nous, ne nous permettait pas d'ouvrir sereinement une consultation sur un dossier aussi important. Alors sur le fond, on constate que rien n'a changé en 40 ans. Le projet de l'ONDRAF se concentre encore et toujours exclusivement sur l'option du stockage géologique. Alors là, je vais essayer de préciser un peu. L'option de stockage géologique, il s'agit de quoi? Il s'agit de préparer un site à l'intérieur d'un sol qui sera qualifié de sol intéressant pour maintenir une radioactivité sans impact, avec le moins d'impact sur l'environnement, et de le faire de manière irréversible. Donc de fermer, vraiment de sceller la porte de manière à ce qu'on ne puisse plus retourner et extraire éventuellement les déchets radioactifs. Il y a une certaine, je veux dire, un certain parallélisme finalement à les mettre, à les balancer dans l'océan Atlantique, dans le sens où on considère qu'une fois qu'il est placé dans le sol, ou qu'à l'époque s'était lancé dans l'océan, on n'a plus à le gérer. Donc, on doit bien sûr financer le site, creuser le sol, préparer l'ensemble, mais une fois que c'est fermé, on n'a plus de frais. Donc, c'est facile, c'est fermé. Alors, il y a eu aussi un problème, mais finalement qui n'en est peut-être pas un. Je pense qu'intellectuellement, on peut le comprendre, du fait qu'on doit se positionner sur le principe et pas sur l'endroit. Le problème, c'est que sans connaître l'endroit précis, on a du mal aussi à évaluer les impacts éventuels. Et il faut accepter simplement le principe d'enfouissement. Et puis, dans un second temps, viendra l'endroit où l'ONDRAF décidera de stocker définitivement ces déchets. Pour nous, il y a deux principes importants que Ecolo défend. Le premier, c'est le principe du pollueur-payeur. Nous pensons que l'industrie nucléaire doit payer l'ensemble, véritablement l'ensemble de la gestion des déchets, et donc dans le temps également. Et puis ensuite, la réversibilité. Alors, sur le volet de la gestion des déchets nucléaires, de manière strictement informative, Engie Electrabel a mis en réserve une somme coquette de 7,4 milliards d'euros. C'est une somme conséquente. Mais à la question de répondre, est-ce que c'est suffisant pour gérer des déchets nucléaires qui ont une toxicité radioactive de 300 000 ans 300 000 ans, personne ne peut répondre. C'est impossible. De toute façon, quel que soit le montant, il n'y aura pas de gestion sur 300 000 ans. Donc, on considère vraiment qu'une fois que c'est enfoui, on n'en parle plus, ce n'est plus un problème. Et en réalité, nous savons bien que la réponse de sa gestion sur le long terme avec les 7,4 milliards d'euros, elle est impossible. Et on estime également que c'est une forme aussi de dette énorme que l'on met sur les générations futures. Les générations futures, imaginez 300 000 ans, ce que ça signifie. Et dans ce contexte, nous sommes montés au créneau. Et alors, on nous a reproché, voilà, je comprends bien la critique, on nous a reproché, vous n'êtes monté au créneau finalement que lorsque les Luxembourgeois se sont réveillés. Il y a un peu de vrai là-dedans, hein. C'est exact. Moi, pour ma part, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai vu, grâce à notre député fédéral, Samuel Kogolati, que la consultation était ouverte. J'avais téléchargé les dossiers, parce que je me suis toujours intéressé à la question du nucléaire. Je m'étais dit, quand j'ai un peu de temps, je vais les étudier. Et c'est vrai que pendant cette période, c'était humainement impossible de rentrer dans le fond du dossier, un dossier d'une centaine de pages qui était assez bien documenté, il faut aussi le reconnaître, mais c'était vraiment techniquement impossible de le faire, de réaliser ce travail que bien sûr Samuel Kogolati, pour sa part, qui est député fédéral, le faisait concrètement, mais à titre personnel, j'avais envie. Et donc, la ministre luxembourgeoise de l'Environnement est sortie avec des cartes qui simplement indiquent les endroits qui sont cités dans le rapport de l'ONDRAF, mais qui ne sont pas cartographiés. Et je pense que ces cartes ont éveillé aussi pas mal l'émoi dans la région, puisqu'on s'est dit, tiens, la Gaume, tiens, l'Ardenne, d'autres endroits en Belgique. Et donc, c'est tout de suite plus tangible. Alors, je vais maintenant m'intéresser au principe d'enfouissement. Le principe d'enfouissement, on nous dit souvent, vous savez, tous les pays de l'OCDE l'ont accepté, à l'exception de l'Italie et du Mexique, ils ont adopté une solution
d'enfouissement définitif. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a pas mal de nuances à apporter, et c'est surtout sur le caractère définitif. En Suède, par exemple, la justice a rejeté en janvier 2018 le projet de stockage géologique en estimant qu'il y avait beaucoup trop d'incertitudes sur la tenue à long terme des conteneurs remplis de déchets qui seraient entreposés à tout jamais dans le stockage géologique. Et donc, un tribunal environnemental suédois conclut que les incertitudes qui entourent certaines formes de corrosion et d'autres processus sont d'une telle gravité que la Cour estime que le critère de risque défini par les règlements de l'autorité de radioprotection ne sont pas remplis. Ça, c'est pour la Suède, donc, qui émet déjà un problème sur le caractère définitif, irréversible de la solution. Je voudrais aussi signaler quelque chose quand même. On considère souvent la Belgique comme une terre qui n'est pas la baie de San Francisco, qui est très calme au niveau sismique. Oui et non. En fait, si vous regardez sur une longue période, on est obligé de regarder quand même sur des longues périodes, il y a un certain risque sismique également en Belgique. Il y a eu au moins depuis le XIVe siècle, au moins 3 tremblements de terre qui ont dépassé la magnitude 6 sur les échelles de Richter. Il y a eu un séisme important le 21 mai 1382. On en a des traces historiques, évidemment, pas des traces avérées scientifiquement, mais historiques. Même chose le 6 avril 1580 et enfin en 1692. Et donc, pour vous dire que lorsqu'on parle de déchets radioactifs que l'on enfouit pendant 300 000 ans et davantage parfois, le caractère stable d'un endroit, il est vraiment à mettre en doute, en nuance en tout cas. Alors on parle souvent de l'argile de Beaume, qui serait une solution idéale. Alors c'est vrai que c'est sans doute la terre la moins mauvaise pour ce genre de solution. Grâce à sa stabilité, l'argile a également été choisie pour son imperméabilité. Savoir malgré tout que l'argile de Beaume, donc au nord de la Flandre, elle est sur l'une des nappes phréatiques les plus importantes en Flandre. Donc je pense que là aussi, ça doit nous amener à une certaine humilité. Quel genre de décision nous prenons pour les milliers d'années qui viennent? Je vais plus vite parce que je me rends compte que mon temps file plus vite que je n'imaginais. Alors, un autre cas, c'est le cas des Pays-Bas, qui est aussi un pays de l'OCDE et qui, lui, a estimé que la solution définitive ne pouvait pas se faire et qui a décidé, je pense avec beaucoup de prudence, de surseoir toute décision définitive d'ici l'an 2100. Et voilà, simplement, ils disent, on va stocker et gérer ces déchets, mais jusqu'à 2100, on ne prendra pas de décision complète par rapport à son enfouissement. Dire aussi qu'il y a un élément qui m'a un peu heurté, pour être tout à fait clair avec M. Frérot, c'est lorsqu'il dit, oui, mais de toute façon, on sait bien que la terre de Gaume n'est pas apte et puis en plus avec les nappes phréatiques que l'on a, n'est pas apte à accueillir ce genre de déchets. On a tout intérêt à finalement accepter le principe de l'enfouissement, ce ne sera pas chez nous. Mais moi, ce n'est pas ce que je défends. Ok, c'est vrai que ça me touche si ça vient en Gaume, effectivement, mais je n'ai pas envie non plus que ça aille en Ardennes, je n'ai pas envie que ça aille en Flandre, je n'ai pas envie de faire prendre ce risque à des personnes qui vivent ailleurs en Belgique, et je ne parle pas de l'étranger, bien entendu. C'est pas du tout comme ça que je conçois les choses. D'abord, je suis contre l'enfouissement parce que j'estime que la solution n'est pas la meilleure. Pourquoi ce n'est pas la meilleure? Il y a un projet. Je ne suis pas un contenteur de ce projet-là au niveau nucléaire, mais il y a un projet qui peut malgré tout être intéressant, c'est le projet MIRA. Il tape sur l'hypothèse de réduire la radiotoxicité du combustible nucléaire à 300 ans. Et donc, il pourrait, et c'est théorique, parce que pour l'instant, c'est vraiment au niveau de la théorie, il faut voir où aboutira ces études, pratiquement parlant, on pourrait traiter certains déchets nucléaires, certains de nos déchets nucléaires, et réduire à 300 ans. Mais si vous réduisez la radiotoxicité à 300 ans, je pense que ça change complètement la donne. Je ne dis pas que c'est possible, mais je dis que des recherches sont souhaitables. Et moi, je veux m'appuyer sur la science. Contrairement à parfois ce qu'on essaye de donner comme étiquette à écolo,
on est au contraire pour la rationalité. On veut voir, parce qu'on est bien conscient qu'on a ces déchets nucléaires. Ils sont là maintenant, hein, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, même si nous n'étions pas favorables à l'énergie nucléaire civile, mais ils sont là et on doit les gérer au mieux. Et les gérer au mieux, pour moi, ce serait de les mettre à un endroit qui peut être sous la terre, éventuellement, mais pas de manière irréversible. Hein, vraiment un endroit à gérer, où on fait attention, bien entendu, aux risques mal intentionnels. On peut avoir effectivement des terroristes qui s'en emparent, le risque d'accident, le risque sismique, tous ces éléments doivent être pris en compte. On doit le conserver dans les meilleures conditions possibles, et ça va coûter, bien entendu. Et là, je ne sais pas si les 7,4 milliards sont suffisants, c'est une question. Mais parallèlement, j'estime que la Belgique et d'autres pays qui ont des déchets nucléaires doivent favoriser la recherche nucléaire. La recherche nucléaire, non pas pour développer encore des nouvelles manières d'utiliser l'énergie nucléaire, mais la recherche nucléaire pour résoudre un problème qu'on avait toujours minimisé depuis le début du nucléaire, à savoir les déchets nucléaires. Et je pense qu'on doit demander à nos chercheurs, à nos ingénieurs, dont on nous dit, hein, le forum nucléaire nous dit, écoutez, on a la meilleure know-how ici en Belgique, utilisons cette connaissance et tout ce know-how pour savoir ce qu'on va faire finalement de ces déchets nucléaires. Moi, j'estime que les mettre des déchets nucléaires qui ont 300 000 ans dans le sol, en se disant c'est relativement stable, je trouve ça d'une irresponsabilité incroyable et ça me heurte. Et ça me heurte aussi à un niveau plutôt philosophique, parce qu'on sait qu'on sera morts tous, nous tous, et sans doute nos enfants s'il advenait quelque chose. Mais est-ce que vous trouvez normal que pour une électricité que nous avons produite pendant 50, 60 ans, on lègue un déchet nucléaire qui a une vie de 300 000 ans? Moi, je trouve ça pas normal. Et c'est aussi une manière, je trouve, de se dispenser d'une question aussi importante de savoir le sens de l'énergie que nous utilisons. Ça vaut pour le climat. Ça vaut pour les déchets nucléaires. Finalement, c'est un peu le même genre de questionnement. Est-ce qu'il est normal que notre génération profite des avantages et lègue complètement les inconvénients pour les générations futures? Je ne vous parle même pas de projets un peu fous d'aller balancer des déchets radioactifs dans l'espace, comme le professeur Damien Ernst de l'ULG le proposait très sérieusement, hein, tout à fait sérieusement, en amplifiant l'énergie nucléaire, donc en construisant davantage de centrales nucléaires qui, il est vrai, produisent peu de CO2, c'est correct, mais en prenant le risque d'abord d'une fusée qui enverrait des déchets nucléaires, vous imaginez un peu le risque qu'on ferait courir, et puis on se dit, ben, c'est vrai que dans l'espace, ça ne pose pas de problème. Effectivement, on n'a pas de génération future dans l'espace, mais bon, ça participe un peu du même principe. Voilà, moi j'en ai terminé pour vous dire quelles étaient les oppositions que Écolo avait, et surtout, quelle est la position, qui n'est pas une position de dire ces déchets n'existent pas, ils sont là, on doit les gérer au mieux, de manière tout à fait responsable. Mais la position d'Écolo n'est certainement pas, comme vous l'avez compris, de l'être une fois dans le sol et de ne plus en parler. Je pense que c'est la solution économiquement la plus directe pour l'industrie nucléaire. Effectivement, on construit un site, on le ferme, mais à partir du moment où c'est scellé, on n'a plus à le gérer. Mais pour nous, ce n'est pas une solution acceptable, c'est relativement choquant en fait comme solution. Et je vous remercie. Merci Monsieur Florent pour votre intervention et merci d'avoir respecté le temps de parole aussi. Alors j'invite maintenant Monsieur Frérotte, hein, comme je l'ai dit avant, géologue indépendant de Gaume, qui s'est notamment intéressé à la question des déchets nucléaires chez nous, à prendre la parole. Je vous en prie, Monsieur Frérotte. Merci beaucoup. Je vais essayer, comme Monsieur Florent, de respecter le temps. Ça va être difficile parce que moi, je passerai bien 20 minutes sur chaque dia. Mais enfin, je vais essayer de grouiller un peu et d'aller à l'essentiel. Je ne vais pas revenir sur le débat qui nous a opposés. Je pense qu'on va essayer d'avancer sur des choses plus positives. Ma présentation, au cours de laquelle vous allez avoir peut-être des bonnes et des mauvaises nouvelles, va vous montrer que, effectivement, on a probablement, Monsieur Florent et moi, des positions assez irréconciliables, mais je vais essayer de vous avancer les arguments de mon côté. Donc, une présentation en 3 points. D'abord, quelles sont les options de gestion des déchets nucléaires? Je vais aller très vite puisqu'on en a déjà parlé.
qu'est-ce que c'est exactement l'enfouissement et quelles sont les perspectives de l'enfouissement en province de Luxembourg? Est-ce qu'on va avoir un neutron d'avance et qu'on sera une merveilleuse terre de pas de chance? Je vais me mettre en mode de présentation. Alors, les options de gestion, d'abord, il faudrait arrêter de produire des déchets. Ça, c'est bien évident. Le plus vite possible, on parle de 2025, c'est très d'actualité pour l'instant, mais quand il y a les éléments à prendre en compte de sécurité énergétique, de production de CO2 par les gaz, mais ça, c'est un autre débat qui ne va pas nous occuper ce soir. Et puis, il faut gérer les déchets existants. Alors, première mauvaise nouvelle, il y en a certainement plus qu'on ne le dit. Déchets A, en supposant qu'on s'arrête assez vite de produire des déchets nucléaires, on a environ 70 000 m3 de déchets de courte durée de vie. On estime qu'on aurait 8 900 m3 de déchets d'activité moyenne. Classe B, en réalité, il y en a probablement 2 fois plus, au moins. Et on aurait entre 2100 et 4700 m3 de déchets de haute et très haute activité. Donc, ne soyons pas trop optimistes. Disons 8 900 fois 2, plus 4700, ça nous donne 22 500. Soyons lucides, on aura en réalité entre 25 000 et 30 000 m3 à gérer. Il faut quand même noter une chose, juste pour l'information, c'est que les déchets de très haute activité, si on regarde bien, représentent le volume d'un dé à coudre par personne et par an de déchets, soit le volume de 3 œufs pour une vie de 80 ans. Donc, malheureusement, si ces déchets n'avaient pas été aussi virulents, aussi dangereux, c'est vrai que l'industrie nucléaire était d'une propreté exemplaire par rapport à toutes les autres activités humaines, finalement. Tous les déchets nucléaires confondus représentent un volume d'environ 8 litres par habitant pour 80 années de vie. Mais voilà, il se trouve que ces déchets sont extrêmement virulents, les plus virulents que l'humanité ait jamais produits, et qu'il va bien falloir les gérer. Qu'est-ce qu'on entend par les gérer? On n'a guère que deux solutions. Soit il faut les neutraliser, d'une façon ou d'une autre, soit il faut les éloigner de l'environnement humain et naturel. Et c'est ici qu'on va trouver sans doute le point qui nous sépare le plus, M. Florent et moi. Les neutraliser, il y a effectivement toute une série de recherches en cours avec des technologies diverses de séparation, transmutation, des fours à plasma. On parle même de laser maintenant, même si ça paraît extrêmement douteux, à vrai dire, qui permettrait de réduire ou de neutraliser partiellement ou le plus totalement possible ces déchets nucléaires. À titre personnel, je suis opposé, en tout cas je ne crois pas, ou je ne suis pas prêt à m'appuyer sur cette approche pour gérer les déchets, pour 6 raisons. La première raison, et qui est la plus fondamentale qui nous sépare, M. Florent et moi, c'est que c'est un pari incertain sur l'avenir, et à quelle échéance, on ne sait pas non plus. Donc, ni la réussite elle-même de cette opération de neutralisation, ni son échéance ne sont connues. Donc, gérer les déchets les plus virulents de l'humanité sur un pari me semble, moi, complètement irresponsable. Deuxième point, ça suppose d'avoir des fûts et des conteneurs qui résistent longtemps. Longtemps, ça veut dire 100 ans, 200 ans ou plus. Jusqu'à présent, on a surtout la preuve d'un certain nombre de fûts qui tiennent 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui commencent à fouillir, que ce soit ceux qu'on a jetés en mer, qui étaient censés, soit dit en passant, durer 500 ans, qui en ont duré une trentaine, ou d'autres fûts stockés par exemple à Dessel qui fouillent des choses bizarres qu'on ne comprend même pas très bien. Troisième reproche, aussi paradoxal que ce soit, on a besoin d'outils nucléaires, d'instruments nucléaires pour mener ces travaux et pour neutraliser les déchets nucléaires. Même s'ils ne sont pas aussi toxiques que l'industrie nucléaire, c'est quand même un paradoxe un peu gênant. Quatrième point, de l'aveu même des gens qui travaillent par exemple dans le projet MIRA, ils ont été très clairs, il restera toujours des déchets finaux à enfouir. Et leur vision à eux, c'est qu'il faudra enfouir géologiquement ces déchets finaux au terme de l'hypothétique neutralisation ou réduction de la toxicité des déchets. Un point important à prendre en compte, c'est une phrase que j'ai trouvée sur Internet, elle n'est pas de moi, mais on va, dans une certaine mesure, tuer les conditions pour y arriver à ces technologies qui sont extrêmement sophistiquées, extrêmement complexes. Ça demande des esprits extrêmement brillants, ça demande des chercheurs de pointe, même en physique fondamentale. Et la phrase est la suivante, elle résume tout. Comment croire que les générations futures investiraient dans la recherche sur un sujet du passé pour une filière qui n'aurait pas d'avenir? Et puis enfin, ça suppose une hypothèse d'une société stable. Cette année que personne n'aurait pu prédire en janvier 2020, je parle de l'impact du virus évidemment, le virus le Covid est une aimable plaisanterie qui est un petit peu plus mortelle que la grippe. Mais si, comme le suppose Peter Piot, qui est un virologue belge de renommée mondiale, ce n'est pas moi qui le dis, si on a un jour ou l'autre un virus à 10, 20 ou 30% de mortalité, notre société tout entière est complètement par terre, avec tout ce que ça suppose en termes de recherche de pointe, en termes de gestion des infrastructures nucléaires, etc.
Donc, pour toutes ces raisons, moi, je ne suis vraiment pas chaud du tout pour poser les déchets quelque part et attendre qu'on soit capable de les neutraliser. Les éloigner maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait 6 hypothèses. Les mettre en mer, et la Belgique n'a pas été la dernière à le faire. Bon, on arrête. Dans la glace des calottes glaciaires, c'est fini, on oublie. Dans les volcans, idée complètement stupide. Ce n'est pas le volcanisme qui va annuler la radioactivité. Les jeter dans les zones de subduction, vous savez, là où les plaques glissent, une plaque continentale glisse en dessous d'une autre, ou des zones de sédimentation, c'est trop dangereux aussi. Les envoyer dans l'espace ou le soleil, on en a déjà parlé, ce n'est pas envisageable, bien que certains le fassent, et il nous reste les enfouir. L'enfouissement, qu'est-ce que c'est? Il y a 4 variantes de l'enfouissement. La première variante, qui est l'état zéro de l'enfouissement, c'est le stockage en surface. Donc, on crée des infrastructures sécurisées et on dépose en surface, soit dans des piscines, soit à sec, les déchets nucléaires pendant le temps qu'on trouve la technique de neutralisation. Deuxième niveau, et vous voyez qu'il y a à chaque fois un facteur 10 à peu près dans l'approfondissement, c'est la subsurface. C'est à peu près la même approche que le stockage en surface, mais on se met un peu en profondeur pour se mettre à l'abri de l'environnement, à l'abri de l'humanité, quelques dizaines de mètres de profondeur, de façon à garder les déchets sous la main, à pouvoir les récupérer au moment de les neutraliser. Ces 2 premières options, qui sont des options d'attente, il est bien clair qu'on ne peut pas garder ça pendant 50 000 ans ou 100 000 ans, suppose aussi d'avoir des conteneurs durables. Chaque fois qu'il va falloir remplacer ces conteneurs parce qu'ils sont trop dégradés, eux-mêmes vont devenir des déchets nucléaires qu'il va falloir stocker. Donc le phénomène s'auto-entretient. Troisième approche, le stockage profond. 500 mètres, ça peut être 300, ça peut être 700, 800. Ici, l'idée, c'est de trouver une formation géologique qui a des caractéristiques telles qu'elle isole complètement, au moins pendant 1 million d'années, les radionucléides et leurs effets néfastes, avec éventuellement une option réversible. C'est-à-dire, on se dit, voilà, pendant 100 ans, on doit pouvoir les ressortir de là, toujours pour les traiter. Et puis, quatrième option, c'est le forage. Alors, vous voyez, j'ai fait une ligne toute fine et j'ai ratatiné un peu mon logo. Frérot, excusez-moi. Ouais. Pardon? En fait, on ne voit pas, il faut partager votre écran, on ne voit pas les slides pour le moment. Ah bon? Depuis le début ou bien? Pour repartager l'écran comme on avait fait dès le début. Donc voilà, si vous faites référence à des choses qui sont sur vos slides, on ne les voit pas. Et depuis le début de la présentation, vous ne les voyez pas? C'est juste, c'est ça. J'ai tenté de vous interrompre dès le début, je n'y suis pas parvenu. Attendez. Je vous en prie. Bon, vous les voyez là? Oui. Ok. Voilà, donc vous avez ici les 4 enfouissements et donc le dernier, le forage. 5000 mètres, ça peut être 2000, 3000. Un forage, ça fait quelques dizaines de centimètres de diamètre. Et ça, ce serait clairement une forme de stockage complètement définitif. L'idée étant d'aller extrêmement bas dans les roches pour être sûr qu'il n'y a plus aucune interaction possible entre les déchets et l'environnement. Alors, pour sortir un peu de la réaction émotionnelle, quelque chose à faire que je n'ai jamais vu faire encore dans aucune publication, c'est une analyse multicritère qu'on peut faire de façon la plus objective possible. Vous avez ici les 4 options, surface, subsurface, profond, forage. Vous voyez toujours? Oui. Hein? Et j'ai choisi 7 critères qui sont l'interaction avec l'environnement, la complexité du génie civil, le risque sismique, la sécurité civile, la réversibilité, le coût à court terme et le coût à long terme. Et les couleurs, c'est intuitif. Bleu, c'est très bon où le risque est nul ou faible. Vert, le risque est faible et ça va. Jaune, c'est pas terrible. Et rouge, c'est mauvais ou très risqué. Et donc, si on prend la première colonne, par exemple, l'interaction de l'environnement, ben, en surface, j'ai mis du rouge. C'est mon analyse à moi. Il ne faut pas faire cet exercice tout seul. Il faut le faire avec une équipe multidisciplinaire de gens qui sont prêts à travailler sur ces questions. Mais en surface, il est clair quand même que le risque, si ça tourne mal d'interaction avec l'environnement ou l'homme, est élevé. Donc j'ai mis du rouge. Si ça tourne mal en subsurface, à 50 mètres de profondeur, j'ai mis du jaune. Ça peut remonter jusqu'en surface, mais les effets éventuellement négatifs sont quand même nettement plus confinés. Si on est à 500 mètres, j'ai mis du vert. Ça veut dire que ce n'est pas parfait, mais je préfère que des catastrophes arrivent à 500 mètres sous terre plutôt qu'en surface. Et bleu, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun problème. Si on est en forage, il n'y a plus aucune interaction qui peut se produire avec l'environnement ou l'humanité. Et ainsi de suite. Génie civil, ni vert ni bleu, c'est toujours le nucléaire, c'est toujours une affaire compliquée. Donc j'ai mis du jaune pour la surface et subsurface, et j'ai mis du rouge, c'est très compliqué.
en profondeur, et les forages, j'ai mis en rouge plus. Le forage, c'est vraiment une technologie extrêmement délicate dans laquelle on a souvent des mauvaises surprises. Donc, à titre de personnel en tant que géologue, je déconseillerais complètement l'idée d'enfouir des déchets nucléaires par forage. Et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas rentré dans le détail. Si vous voulez, on peut y revenir plus tard pendant le débat. En ce qui concerne le risque sismique, c'est le seul que je vais ici commenter encore. Il faut savoir, et ça c'est de la géologie, que pour une même zone, un même point, le risque sismique est beaucoup, beaucoup plus grand en surface qu'en profondeur. Pourquoi? Parce que l'énergie d'un séisme se libère en surface et pas en profondeur. Et d'ailleurs, il y a très rarement des dégâts miniers sérieux en profondeur dus au tremblement de terre. Les ondes sismiques qui provoquent les dégâts sont des ondes qui ne se déplacent qu'en surface. Et donc, il est vrai qu'il y a des tremblements de terre partout dans le monde, mais à site égal, il vaut beaucoup mieux être à 500 mètres de profondeur qu'en surface. Donc, ce risque sismique, en fait, est un facteur défavorable au stockage de surface, subsurface, et plus on est profond, plus il est favorable, en fait. Dernier point, pour les coûts, vous voyez que les coûts à court terme, il n'y a pas de bleu ni de vert, c'est cher, ce sera très cher. Donc, surface, subsurface, j'ai mis du jaune, profond et forage, ce serait très cher. Par contre, les coûts à long terme ici, je parle en siècles ou en millénaires, au cas où on n'arriverait pas à traiter ces déchets, là, c'est des coûts exorbitants qui vont se poursuivre de génération en génération. Alors que pour le stockage profond et en forage, une fois qu'on a scellé, il n'y a plus de coûts financiers, je veux dire. Il n'y a plus aucun coût, on ferme et c'est fini. Alors, il y a deux messages que je voudrais faire passer, sur lesquels je vous préviens déjà que je ne négocierai pas. Là, je ne négocie pas. Du point de vue géologique, il existe bel et bien, sans aucun doute possible, des structures isolantes qui peuvent répondre aux exigences du stockage, c'est-à-dire isoler ce qu'on y enterre pendant 1 million d'années. 3 exemples rapides qui peuvent l'illustrer. Il y a sur la Terre des milliards de tonnes d'un produit dégueulasse qui s'appelle le pétrole et qui est piégé depuis des dizaines, parfois de centaines de millions d'années sans revenir à la surface et qu'on a bien du mal à aller trouver pour l'extraire. Donc c'est un liquide qui est sous pression. Donc c'est bien la preuve qu'il existe à certains endroits des structures, et il y en a beaucoup dans le monde, de types différents, qui permettent de stocker des produits qui ne devraient pas interagir avec l'environnement. Et là où le pétrole arrive en surface, parce qu'il n'y a pas de structure piège, on a des schistes bitumineux, on a des choses comme ça, parce qu'à ces endroits-là, il n'y avait pas de structure piège. Mais là où il y avait des structures pièges, le pétrole reste pendant des dizaines, des centaines de millions d'années à l'abri de toute interaction. Un autre exemple, c'est le réacteur nucléaire d'Oklo au Gabon. C'est un site de minerai d'uranium tellement concentré qu'il s'y est produit, il y a 2 milliards d'années, une réaction nucléaire spontanée. Et l'analyse extrêmement détaillée de ce site a montré que le plutonium produit par cette réaction nucléaire n'avait migré que de quelques décimètres dans la roche, alors même que l'environnement n'était pas du tout favorable. Ça a toujours été une zone tropicale, l'eau a toujours circulé dans cette zone, et malgré ça, le plutonium ne s'est pas déplacé de plus de quelques décimètres autour du réacteur. Vous allez me permettre 21 minutes, parce que j'ai 1 minute, une histoire quand même très savoureuse à raconter. On se demande encore aujourd'hui, vous savez qu'une réaction nucléaire, il faut la contrôler. C'est tout le problème des centrales nucléaires. Il faut éviter que la réaction ne s'emballe, sinon on a une explosion nucléaire. Et encore aujourd'hui, malgré les recherches qu'on a menées, on ne sait pas, on ne comprend pas comment la nature a fait pour maîtriser la réaction nucléaire. Donc, en d'autres termes, la nature a été à 2 doigts d'inventer la bombe atomique, ce qui est quand même assez étonnant. Le troisième exemple, c'est les gisements miniers. Il y a dans le monde entier des gisements miniers de tous les métaux possibles et imaginables, le cuivre, le plomb, le zinc, l'arsenic, le cobalt, tout ce que vous voulez, qui se sont formés par la circulation de fluides souterrains très chauds, sous pression, extrêmement corrosifs et concentrés, et qui pourtant, dans la plupart des cas, sont restés extrêmement circonscrits dans des zones très localisées, à tel point qu'il est souvent très difficile de trouver ces gisements. Et c'est souvent tout l'art du géologue de repérer, d'identifier ces gisements. Donc, il ne faut pas s'imaginer que dans les roches, tout circule comme ça partout, n'importe comment. Il y a un tas de zones qui sont extrêmement stables, et ces gisements miniers souvent existent depuis des dizaines de millions d'années sans avoir été modifiés. Donc, en réalité, les difficultés et les risques de l'enfouissement résident dans la conception et la maîtrise du génie civil et pas de la géologie elle-même. Tous les désastres qui sont arrivés sont des désastres de génie civil et pas des désastres de géologie qui auraient failli à ce qu'on attendait d'elle. Deuxième message qu'on ne dit pas assez souvent, il ne faut pas envisager de stocker les déchets nucléaires dans des sites miniers préexistants. Ils n'ont pas été conçus pour ça.
Ils n'ont pas été choisis pour leur potentiel d'isolation, ils ont simplement été choisis parce qu'il y avait là quelque chose qu'on voulait sortir. La mine d'As, qui est souvent citée par les détracteurs de l'enfouissement en Allemagne, est un désastre absolu, à tout point de vue, y compris politique. C'est un exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire. De cette mine, on a extrait 5 millions de mètres cubes. Et maintenant, on cherche à y stocker une mine de sel. On cherche à y stocker quelques dizaines de milliers de mètres cubes dans des conditions absolument désastreuses. Donc, il ne faut pas stocker les déchets nucléaires dans des sites miniers, même si la tentation technique ou politique est là, parce que c'est facile, parce que c'est rapide, parce que c'est économique. Il n'y a pas besoin de faire des grands trous, ils sont déjà là. Mais il y aura une probabilité très grande de problèmes futurs. Donc, il faut concevoir les sites de stockage où on peut satisfaire les exigences de l'isolation en perturbant le moins possible les terrains et en ayant le moins d'accès possible aux sites en prévision d'un scellement efficace si le moment vient. De ce point de vue-là, il y a un rapport très intéressant, vous aurez les références à la fin de la présentation, qui vient de sortir il y a quelques mois, qui a été fait essentiellement par des groupes écologistes allemands et suisses, rapport mondial sur les déchets nucléaires. Ce rapport est essentiellement focalisé sur l'enfouissement nucléaire. Et le groupe a promis le prochain exemplaire prochainement sur les autres options, donc ça va venir. C'est un excellent document, mais je regrette de constater que sur les 11 contributeurs, il y a un seul géologue, et que ce géologue, dans son CV, on met qu'il a participé à divers projets de stockage de déchets chimiques dans d'anciennes mines. Quand je dis ça, une grosse lumière rouge s'allume dans ma tête. Il ne faut pas stocker les déchets dans des mines existantes. La province de Luxembourg, dans tout ça, en Gaume et en Lorraine, c'est non, sans aucune hésitation, aucun espoir n'est permis. Dans le nord de la province, c'est peut-être, mais c'est loin d'être sûr, et un petit désespoir est permis. Alors, en Gaume-Lorraine, les couches se sont formées à l'époque jurassique, pendant 40 millions d'années, dans une mer peu profonde qui ressemblait aux mers des Bahamas. Et on a eu tout un empilement, ici les pentes des terrains sont très exagérées, on a eu tout un empilement de roches, de grès, de calcaire, de schiste, toutes sortes de roches, et ça a donné une espèce de millefeuille épais d'environ 4 à 500 mètres. À Virton, c'est à peu près 500 mètres d'épaisseur. Et les rivières se sont installées là où il y avait l'argile, qui est la roche la plus tendre, et entre ça, il y a des roches plus dures, gréseuses essentiellement, qui ont donné les fameuses cuestas dont on parle toujours quand on évoque la Gaume et la Lorraine. Si on regarde dans l'autre sens, puisqu'il faut toujours penser à 3 dimensions, on voit aussi que les couches ne sont pas constantes. Par exemple, de Florenville à Arlon, vous avez une couche qui s'appelle le cinémurien, qui est très épaisse, qui est très gréseuse en Florenville, c'est tout du grès, et qui évolue vers Arlon en schiste, mais avec dedans des mélanges de calcaire. Donc vous voyez que c'est vraiment un millefeuille un peu infâme, et tout ça est rempli d'eau. Le grès est plein d'eau, le calcaire permet la circulation de l'eau, donc définitivement et sans aucun doute et sans même qu'il ne soit nécessaire de mener de nouvelles études détaillées, c'est non pour l'enfouissement en Gaume. Les couches ne conviennent pas, sont trop minces, sont trop discontinues. En Ardennes, c'est plus douteux. Si on fait une coupe nord-sud de l'Ardenne, on a un très vieux socle en violet, ici un très vieux socle primaire cristallin, dans lequel s'est formé ce qu'on appelle le synclinorium de Neufchâteau. Un synclinorium, c'est des couches plissées en forme de bol un peu. Et si on fait une coupe nord-sud, ça ressemble un peu à ce qu'on a en Gaume, mais en beaucoup, beaucoup plus épais. Ça fait 3-4 000 mètres d'épaisseur au lieu de 500 mètres. La grande différence, et on a aussi des schistes, des quartzites, des grès, toutes sortes de roches. La grande différence, c'est qu'ici, les roches ont été ce qu'on appelle métamorphisées. Elles ont été comprimées, elles ont subi des pressions, elles ont subi des températures. Et donc, c'est des roches qui sont beaucoup plus cassantes que les roches qu'on a en Gaume. Ce n'est pas de l'argile molle comme l'argile de Beaume, c'est des schistes schisteux, fracturés. Donc, on ne connaît pas suffisamment bien encore toute la zone qui devrait être étudiée, comme l'a dit le rapport de Londraff, mais l'ensemble des géologues vous disent ça ne sent pas bon. On n'a pas encore aujourd'hui les arguments pour dire de façon claire c'est oui ou c'est non, en particulier la formation de Neufchâteau, que vous voyez en bleu ici, qui est des schistes essentiellement schisteuses, qui est très épaisse, mais ça ne sent pas bon. Il est peu probable que ces formations conviendraient à l'enfouissement de déchets nucléaires. Enfin, le stockage en surface, subsurface, en province de Luxembourg. Là, par contre, c'est possible. C'est possible plus ou moins n'importe où, parce que comme l'eau est partout, le génie civil doit isoler. C'est seul le génie civil qui peut isoler les déchets. La géologie ne peut plus le faire. Évidemment, on ne va pas se mettre dans les marécages de Vence. On va choisir des endroits où le substratum est plus ou moins imperméable. Mais on peut se mettre a priori un peu plus n'importe où. Il faut bien dire aussi que la province reste attractive à cause de sa faible population. Ça, c'est un fait qu'on ne va pas nier. Il y a toujours l'opportunité intéressante, quoi qu'on en dise, du stockage sur les domaines militaires.
Il n'y a pas besoin d'exproprier, il ne faut pas oublier qu'il faut au moins 1 km² pour un site de stockage, minimum 1 km², peut-être 2 ou 3. Ça coûte évidemment très cher, sauf si on se met sur un site militaire. Il y a des infrastructures de sécurité déjà en place, même s'il faudra les renforcer. Et surtout, il n'y a pas d'enquête publique. On se retranche derrière le secret défense. Je ne pense pas qu'on a jamais demandé au maire de Florène, dans les années 80, pour y stocker des ogives nucléaires. Et à Jeonville, près de Bertry, où on a stocké 30 000 tonnes d'explosifs qui sont revenus lors de l'effondrement du mur de Berlin, je serais très curieux de savoir si on a demandé la permission au maire de Bertry. La zone de la province de Luxembourg est très peu sismique, même par rapport aux autres zones belges. En tout cas, la zone de Liège, de Mons sont beaucoup plus sismiques que la province de Luxembourg. Donc, c'est encore en faveur de la province. Et enfin, de mon point de vue, la proximité du Luxembourg, malgré les cris de la ministre luxembourgeoise ou de la France, n'est certainement pas un argument dissuasif. D'abord, je rappelle que Mol et Dessel sont à quelques kilomètres des Pays-Bas, ce qui n'a jamais posé trop de problèmes d'ailleurs. Et puis, quand on voit l'implantation des centrales nucléaires de Cattenom et de Chooz, à quelques kilomètres de nos frontières, la cellulose des Ardennes, l'industrie la plus polluante de la province de Luxembourg, que les Français sont venus implanter chez nous en Belgique, pour être sûr, on peut se dire que les choses ont évolué. Je ne crois pas que les choses ont évolué. La proximité n'a rien à voir. De toute façon, en Belgique, on n'est jamais à plus de 65 km d'une frontière. C'est Gré-d'Oisseau qui est le point le plus central, mais on est toujours à moins de 65 km d'une frontière. Donc ça, ce n'est pas vraiment un critère qui empêchera de mettre en province de Luxembourg. Donc, en cas de stockage de surface, la province de Luxembourg est une candidate qui a beaucoup d'attrait. Et donc, tous les espoirs sont permis, et les désespoirs aussi. Alors, pour finir, un peu de politique, très rapidement. Vous avez compris que mon option à moi, et c'est là très clairement que nous divergeons avec M. Florent, c'est l'enfouissement profond, parce que j'ai une confiance très claire dans la capacité de la géologie. Maintenant, j'ai bien dit, le génie civil peut foirer autant en profondeur qu'en surface. Et il y a des exemples dans le monde totalement désastreux d'échecs et de catastrophes dans les stockages de surface. Donc, l'un dans l'autre, autant aller en profondeur plutôt que rester en surface. Donc, mettre tous les moyens pour étudier la géologie d'un ou plusieurs sites belges ou européens, personnellement, je ne suis pas contre la mutualisation européenne du stockage des déchets nucléaires. 15 ans devrait suffire, 3 ou 4 ans pour identifier 3 ou 4 sites favorables, 5 ans pour étudier leur géologie, 2 ans pour un processus de choix, qui va faire appel bien évidemment à des concertations de la société, et 5 ans d'études approfondies du site retenu, c'est des estimations. Hein. Et puis moi, je fais un pari, tant qu'à faire un pari, je vais faire un autre pari. Je parie que nos descendants lointains, dans 100, 200 ans, 300 ans, auront la capacité technique et énergétique de récupérer et de neutraliser nos déchets, même si les conteneurs sont dégradés. Pour moi, la durabilité des conteneurs, à part la possibilité de les manipuler, n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on n'a plus besoin de conteneurs qui doivent durer 100 ans, ce que d'ailleurs on ne réussit pas encore à faire, ni d'infrastructures complexes d'isolation. On remplit les sites de stockage profond, on les scelle rapidement et on laisse la géologie nous protéger. 20 ans de réalisation, c'est terminé en 2055 en supposant qu'on ne produit plus de déchets après ça. C'est des estimations qui n'engagent que moi, mais je pense réellement qu'elles sont faisables. Alors, à quoi ressemblerait un site d'enfouissement idéal du point de vue de la géologie? Je ne suis pas ingénieur, hein, c'est des idées simplement, mais je regarde ça avec l'œil de géologue. D'abord, un seul puits d'accès. Maintenant, si l'ingénieur me dit non, il en faut 2, ok, mais un seul puits d'accès. 2 galeries de 400 mètres de long, et en arête de poisson tout le long, des tubes de stockage de 4 mètres de diamètre, 50 mètres de long. Vous avez un total de stockage de 30 000 mètres cubes. Vous avez 20 mètres d'espacement de roche entre chaque tube pour isoler les tubes les uns des autres. Est-ce qu'il est nécessaire de bétonner les tubes secondaires? Peut-être pas, ça dépend de la roche, mais il n'est peut-être pas indispensable de les bétonner, ce qui fait beaucoup d'économies. Et on scelle les tubes au fur et à mesure de leur remplissage. Il faut prévoir, j'ai mis des points en rouge, des portes qui permettent de sceller très rapidement en cas de problème, un peu la même philosophie qu'un bateau qui coule, on ferme les portes étanches. Hein, s'il y a un problème qui se passe quelque part, on perdra peut-être 1 ou 2 tubes vides, mais on ferme en 1 heure ou en 1 demi-heure s'il le faut. Et c'est tout, on oublie. Et la hauteur de l'infrastructure fait 6-7 mètres au lieu des dizaines de mètres comme on a actuellement dans certains centres des laboratoires ou des centres de recherche, et une superficie d'environ 800 mètres sur 100 mètres, c'est-à-dire le moins intrusif possible pour un volume de 30 000 mètres cubes. Les avantages, c'est rapide, ce qui ne doit pas vouloir dire bâclé. Hein, c'est rapide par rapport à ce que l'ONDRAF propose, par exemple, de commencer à enfouir en 2070.
et de terminer en 2100. C'est, de mon point de vue, le plus sûr pour l'humanité et pour l'environnement. Et c'est le plus responsable, totalement contrairement à l'opinion de M. Florent, c'est le plus responsable techniquement et financièrement de la part de ceux qui ont créé le problème, qui ont bénéficié du nucléaire. Il n'y a pas de transfert des conséquences aux générations futures, parce que le stockage en surface, c'est bel et bien un transfert de conséquences aux générations futures. Il n'y a pas d'attente hasardeuse qui fait perdurer des risques élevés en surface, subsurface, et il n'y a pas de risque de multiplication des déchets par le renouvellement des enveloppes qui vont se dégrader. Évidemment, c'est coûteux à court terme et on retombe sur la question que M. Florent a évoquée, qui est le financement de cette affaire. Selon le principe pollueur-payeur, il va falloir s'assurer qu'on peut financer ça. Mais vous voyez qu'il y a moyen de le faire probablement moins cher que ce qu'on ne dit généralement. C'est en tout cas mon opinion. C'est pragmatique, je trouve ça très responsable, c'est faisable, c'est efficace. Moi, ça me plaît. Maintenant, je vous donne, ne notez pas, je pense que vous l'aurez dans l'enregistrement, je vous donne quelques suggestions de lecture. Vous avez évidemment le site de l'AFCN et de l'ONDRAF qui ont plein d'informations. Le document des Verts dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est extrêmement intéressant, qui fait 150 pages, mais qui est assez lisible sur les déchets nucléaires. Il y a un document extrêmement intéressant sur les alternatives. Vous voyez que je suis beau joueur. C'est un document extrêmement bien fait sur les alternatives au stockage géologique des déchets de haute et moyenne activité, qui date de 2019, qui est français, qui est très très bien fait et intéressant. Et il y a un document un peu vieux de 2006, mais qui est bien fait aussi, assez didactique, même s'il est écrit par un Satan du nucléaire qui provient de l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique, mais il est assez neutre, à mon avis, et il est vraiment intéressant à lire sur la gestion, l'état des lieux, la gestion des déchets nucléaires. Voilà, je vous remercie. J'en ai terminé avec ma présentation et comme je dis, c'est fini, quoique, puisque pendant notre présentation, la production de déchets a continué encore quelques dizaines de grammes en plus. Voilà, je laisse la place aux questions et au débat qui, je n'en doute pas, va s'animer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Frérot. Merci à tous les deux pour vos interventions. Ça permet vraiment de mieux comprendre un peu les enjeux liés à cette question et peut-être de nous positionner en ayant un avis un petit peu plus éclairé. Alors, je propose maintenant, comme vous l'avez introduit à la fin de votre présentation, de donner la parole aux participants et de laisser place au débat.